Le titre que j'ai donné à cette intervention, c'est entre marche et philosophie, quelle relation au pluriel? Et on pourrait se dire que cette question en elle-même est tout à fait étrange, dans la mesure où il y a quelque chose d'insolite, après tout, à essayer de poser d'abord, d'entrée de jeu, ce lien entre marche et philosophie. On ne voit pas, au premier regard, quelle est la connexion, en effet, entre une activité physique, comme la marche, et une activité intellectuelle et théorique, comme la philosophie, d'un côté l'esprit, de l'autre le corps, de l'autre d'un côté une forme de contention, peut-être même de nécessité de rester immobile sur une question pour mieux la creuser, et puis au contraire les perspectives de celui qui corporellement avance. Entre les deux, le contraste paraît fort et la relation peu évidente. Alors une première chose, c'est d'essayer de regarder un certain nombre d'épisodes de philosophes en train de marcher. Il y a des époques où les philosophes marchent effectivement plus qu'à d'autres, et l'on pense tout de suite à l'Antiquité. Vous savez tous comment, chez Platon, on ne cesse de voir des scènes de déambulation, de promenade, que les discussions, et parfois les plus difficiles, les plus théoriques, se font non pas simplement en se promenant, mais en marchant. Il est normal de philosopher en marchant. Et les péripatéticiens, péripatein en grec signifie marcher, en tout cas déambuler, se promener, c'est le nom que l'on a donné à l'école d'Aristote, parce que on dit que lui et ses disciples avaient, plus encore que d'autres dans l'Antiquité, l'habitude de se promener dans les portiques, dans les gymnases. Ce que nous avons, d'une certaine manière, oublié, c'est que ces philosophes de l'Antiquité n'étaient pas simplement des intellectuels, simplement des professeurs, ce qu'ils sont souvent, c'était aussi des sportifs. Vous savez que Platon, on croit que c'est son nom propre était Aristoclès. Platon, c'est un surnom, et en grec ancien, Platone signifie large. C'était le large, mais pas le large d'idées, pas le large d'esprit, c'était le large des pectoraux, c'était un homme de lutte, de pancrace, d'exercice, et Aristote, nous dit Diogène Laërce, déambule avec ses disciples dans ce gymnase qui s'intitule le lycée, et tous nos établissements d'enseignement portent ce nom en souvenir de son école, et au lycée, nous dit Diogène Laërce, il arrive très tôt, et il discute, et en se promenant avec ses élèves et ses proches, avant de s'enduire d'huile pour passer à la lutte et à l'exercice physique. Cela dit, il ne faudrait pas s'imaginer que les philosophes de l'Antiquité ne faisaient que marcher. Ce serait une vue, ce serait une vue fausse. Il est vrai qu'ils marchent plus souvent que nos professeurs de philosophie ou nos universitaires, mais pour des raisons d'époque, pour des raisons aussi parce que les transports se font plus souvent à pied, pour des raisons d'habitude sociale. Mais il y a également, à l'intérieur de la philosophie antique, évidemment, des bibliothèques, il y a des amphithéâtres, il y a des bureaux où l'on travaille, où l'on écrit, et le philosophe n'est pas simplement un marcheur en permanence. Et le même Aristote, surnommé le promeneur, le péripatéticien, une autre anecdote, dont on ne sait pas si elle est vraie ou légendaire, mais rapportée lui, elle aussi par Diogène Laërce, nous dit qu'il aurait, pour pouvoir travailler à son bureau le plus longtemps possible et être toujours maintenu en éveil, inventé un système de boules de bronze qu'il aurait eu dans la main, celle avec laquelle il n'écrivait pas, et s'il s'assoupissait, la boule de bronze tombait dans une cuvette de bronze, faisait évidemment un tintamarre horrible, il se réveillait et on était reparti pour 2 ou 3 paragraphes de plus. Donc, vous voyez bien qu'il marche tantôt dans l'Antiquité, mais pas toujours, mais pas nécessairement, et que nous ne tenons pas encore une connexion nécessaire entre marche et philosophie. Parce que cette relation, elle se poursuit bien évidemment en dehors des époques,
chez des gens qui sont ce que j'aurais envie d'appeler des penseurs en mouvement. Ceux qui nous disent, et nous en avons de nombreux témoignages, qu'ils ont plus d'idées quand ils marchent, qu'ils ont besoin de se mouvoir pour penser. Je songe à Montaigne, par exemple, qui ne cesse de nous dire que ce qu'il aime, c'est penser, comme il le dit, à saut et à gambade. Mais penser à saut et à gambade ne signifie pas simplement folâtrer dans la pensée, ça signifie aussi marcher dans la campagne, ça signifie aussi pour lui, même dans sa librairie, qui est en fait une bibliothèque, mais c'est le mot qu'il utilise, dans son château d'Équem, il fait les 100 pas, il dit se méfier de toute pensée avec le cul dans un fauteuil, et il a besoin, il le dit, il le souligne, des jambes pour avoir des idées et pour enchaîner ces idées. Je songe également à Rousseau. Alors Rousseau, vous connaissez tous les rêveries du promeneur solitaire, vous connaissez ses voyages de Genève à Paris à pied, vous connaissez aussi cette scène qu'il raconte où il va visiter Diderot qui est emprisonné au château de Vincennes. Il y va à pied chaque jour, plusieurs lieues, et il est foudroyé un jour par à la fois la chaleur qui est extrême, mais aussi la lecture du sujet de l'Académie de Dijon qui demande si le progrès des sciences et des arts a amélioré l'humanité ou non. Et là, il a cette sorte de vision d'une marche de l'histoire qui interrompt sa marche physique. Mais Rousseau, c'est un penseur aussi de la marche. Il dit ceci: la marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. Et on pourrait continuer. Kant, vous vous souvenez, chaque jour traverse la ville de Königsberg. La légende, là aussi, je crois qu'il y a une part de légende, mais la légende veut que les habitants de la ville eussent réglé leur montre sur le passage de Kant, que le bedeau lui-même eût réglé l'horloge sur le passage de Kant. Enfin bref, la légende, c'est que l'aspect métronomique de la pensée, de la promenade du philosophe, peut-être aussi de sa pensée, est si régulier que c'est le cours du monde qui tourne autour, bien plus que lui. Il n'aurait été en retard qu'une seule fois, c'est en 1789, parce qu'il a fait le détour pour avoir le journal qui expliquait comment, en France, on faisait la Révolution en prenant la Bastille. Et puis, je pourrais poursuivre, mais j'ajouterais peut-être deux figures encore. Nietzsche, qui nous dit « Ne prêtez foi, ne prêtez foi à aucune pensée, dit-il, qui n'ait été composée au grand air dans le libre mouvement du corps. Ne faire confiance à aucune idée où les muscles n'aient été eux aussi de la fête. » Mais vous voyez bien que dans tout cela, et probablement Nietzsche est-il le philosophe qui a porté à son intensité maximale cet éloge de la pensée en mouvement, du corps montant dans les montagnes ou se promenant pour avoir des idées, pour poursuivre des raisonnements. Mais dans tout cela, nous sommes malgré tout, et c'est cela qui ne me satisfait pas jusqu'à maintenant, nous sommes malgré tout dans une sorte de contingence. Il y a des philosophes qui aiment bien se promener ou qui prétendent que c'est utile pour eux. Et certes, ce sont des grands, et certes, ça commence à faire beaucoup. On pourrait y ajouter, pour finir cette courte liste, Thoreau. Thoreau, qui au XIXe siècle américain, publie un petit livre dont il dit lui-même qu'il est le condensé avant-coureur de toute sa pensée, intitulé « Walking », la marche. Et il se fait, lui, Thoreau, de la marche une idée que je dirais volontiers mystique, salvifique, sotériologique. Se promener, c'est se sauver. Je n'exagère pas, il dit ceci: nous devrions entreprendre chaque balade, sans doute, dans un esprit d'aventure éternelle sans retour. Celui qui part pour marcher devrait accepter de ne jamais revenir, de dire adieu aux maisons, au confort, aux amis, aux travaux, et partir dans ce qu'il appelle, lui, le wild, la sauvagerie, la nature pure,
Et il y a là effectivement une conception, comment dirais-je, oui, salvifique, enfin, ou mystique quasiment, de la marche. Je fais une brève halte. Et vous voyez bien que tout cela, qui commence effectivement à dessiner un paysage, n'est cependant, comme je le disais tout à l'heure, pas satisfaisant, en tout cas pour la pensée, parce que ça ne nous montre pas un lien véritable. Ça ne nous donne aucune connexion nécessaire entre marche et philosophie. Le fait qu'il y ait des philosophes qui aient marché à certaines époques, ou par goût, par tempérament, par complexion personnelle tout à travers l'histoire, bon, c'est certes intéressant, mais après tout, on pourrait dire qu'il y a des philosophes végétariens et d'autres non. Et, enfin, vous voyez, si ça devient une simple question de goût, ça n'a plus tout à fait d'intérêt. Alors que, dans ce livre dont Yves Agile vous a gentiment présenté un exemplaire, dans ce livre, je soutiens tout à fait autre chose, peut-être plus curieux, mais que j'aimerais vous exposer de façon plus argumentée. Je soutiens en fait qu'il y a entre marche et philosophie une relation profonde, forte, j'ai envie de dire organique, en tout cas principielle, archaïque au sens où arché en grec signifie un principe, quelque chose relie la marche et la pensée philosophique en profondeur. Et pour le montrer, ou en tout cas au moins l'exposer, l'expliquer, je crois qu'il faut d'abord repartir de ce que nous appelons marche et de ce que l'on peut en dire. Aujourd'hui, nous avons pris l'habitude que la marche soit quasiment une activité sportive ou de distraction ou de retour à la nature. Nous avons, quand nous disons « je vais faire une marche », l'idée que nous consacrons quelques heures à marcher. Mais vous voyez bien qu'il faut revenir à quelque chose d'encore plus simple, d'encore plus élémentaire. Lorsque l'on demande si un enfant marche, on ne dit pas s'il veut faire une randonnée, on dit est-il capable de faire 3 pas debout? Si on demande si un malade ou un opéré va pouvoir encore marcher, on demande est-ce qu'il va aller de son lit à sa salle de bain, ou est-ce qu'il pourra faire ses courses, non pas simplement faire des périples, ni consacrer du temps à une activité qui serait, en dehors du reste, la marche. Or, cette façon particulière qu'a l'humanité de se déplacer debout, la bipédie, ça nous, si on se focalise une seconde là-dessus, il est bien évident que ça nous caractérise dans l'évolution des espèces d'une manière absolument radicale. Ça, c'est pas un propos de philosophe, tous les anthropologues, évidemment, le savent, et chacun d'entre nous, c'est parce que l'espèce humaine a fini par se redresser, par marcher sur ses 2 jambes, que son cerveau s'est développé autrement, et Yves peut-être me le confirmera tout à l'heure, mais que les possibilités de penser se sont développées, de parler se sont elles aussi modifiées, et que les mains, en se libérant du sol et de l'appréhension, ont commencé à pouvoir travailler. Donc avant qu'il y ait un homo sapiens, avant qu'il y ait un homo faber, il y a un homo ambulance, un homme marchand, qui est la condition première de l'humanité, qui a été la condition de la conquête, le mot est mal choisi, je dirais de l'habitation progressive de la totalité de la planète par notre espèce, puisqu'il y a, là les discussions existent, 2, 3, peut-être 4 foyers d'émergence de l'espèce humaine, mais qui sont relativement localisés. Si aujourd'hui nous habitons tous les lieux de la Terre, y compris les plus arides ou les plus glaciaux, c'est bien évidemment parce que nous y sommes allés au fil de dizaines de milliers d'années à pied. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut se demander, et c'est là où j'ai commencé à avoir, disons, l'idée de départ de ce livre, il faut se demander comment marche l'animal vertical bipède.
bipède appelé humain. Ce n'est pas une découverte personnelle. Dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le chevalier de Jaucourt en parle déjà à l'article Marché, et un certain nombre de scientifiques bien plus récents, je pense par exemple à John Napier, qui a publié dans Scientific American en 1967 un article intitulé The Antiquity of Human Walking. Et ce qu'il montre, et depuis ça a été très largement étudié et confirmé, c'est que la marche verticale humaine, c'est un déséquilibre provoqué, une chute amorcée, puis rattrapée, puis reproduite, puis réempêchée. Autrement dit, nous n'avançons dans le tout petit polygone de sustentation que nous avons, qui est assez faible, puisque par rapport au poids de notre corps, c'est tout petit. Nous devons penser à l'homme qui marche de Giacometti à son inclination. Nous devons entamer une chute. Et nous avons oublié cela, puisque l'automatisme nous est acquis. Mais le mal que nous avons à apprendre à marcher petit en fait foi, nous devons amorcer une chute, l'empêcher, la reproduire, la réempêcher, et nous avançons debout parce que nous nous faisons perpétuellement un tout petit peu tomber et que nous nous en empêchons. Eh bien, songez-y une seconde, la pensée philosophique, ça fonctionne de la même manière. Ça fonctionne de la même manière puisque c'est toujours une première déstabilisation qui est nécessaire pour avancer. La pensée philosophique, elle commence par faire, si j'ose dire, un croche-pied aux certitudes. Elle commence par défaire cet équilibre où on se tient quand on pense que ceci est évident, qu'il n'y a pas de question, que c'est familier. Et depuis le début de la pensée philosophique, que l'on la situe chez les Grecs, on la met en Inde ou en Égypte, peu m'importe ici, mais il y a toujours, et dans toutes ces réflexions et traditions de pensée, il y a toujours la mise en cause d'une forme d'évidence. Tu crois que ce que tu vois est vrai. Tu crois que tes sens te donnent de bonnes informations sur le monde. Il t'est arrivé de te tromper, qu'est-ce qui te prouve qu'il n'en est pas ainsi maintenant? Autrement dit, il faut déstabiliser quelque chose pour pouvoir avancer dans la pensée. Il faut commencer à chuter, parce que là aussi, si on ôte une certitude, alors on se trouve dans finalement cette impression que vous pouvez tous avoir de vertige, de moquette qu'on vous enlève de sous les pieds. Et il faut ensuite avoir une solution de rattrapage, une première réponse qui va de nouveau être mise en cause. Bref, il me semble que structurellement, la philosophie, comme le corps, marche avec ce déséquilibre permanent et cette balance d'une chute amorcée, rattrapée, et ainsi de suite. Alors quand je dis cela, je ne dis évidemment pas que c'est rigoureusement identique. Je n'ignore pas qu'on peut faire de la philosophie allongée, ou assis, ou immobile. Je n'ignore pas non plus que l'on peut marcher fort longtemps sans faire de philosophie. Ce n'est pas un lien de cause à effet, ni de similarité absolue. C'est l'idée qu'entre les deux, il y a un dispositif qui a le même type de structure, le même type de processus. Alors, si l'on se dit cela, si l'on a cette idée en tête que de cette série de mini-chutes fonctionne pour la marche physique et se trouve au cœur de l'avancée de la pensée philosophique, il me semble qu'on peut à ce moment-là faire retour à nos philosophes et se dire, peut-être que ça ne suffit pas de penser qu'il y en a qui marchent parce qu'ils ont le goût
ou la nécessité, et puis d'autres pas. Mais que l'on peut relire les choses autrement, et peut-être même certains aspects de l'histoire de la philosophie, dans cette connexion entre marche physique et avancée par déstabilisation. Je n'en poserai pas beaucoup d'exemples. Je voudrais en mettre en lumière simplement 3, mais qui sont massifs et à des endroits où on ne s'attend pas à trouver de la marche. Pour commencer, la caverne de Platon. Vous connaissez tous l'allégorie de la caverne, les Républiques, livre 7, des gens qui sont censés être prisonniers dans une salle, un peu comme celle-ci, admettons. Et pour simplifier, peut-être au courant de cela plus contemporain, parce que chez Platon, il y a tout un dispositif, vous savez, avec des marionnettes, un feu, des ombres portées au fond de la caverne. Je ne crois pas le trahir en disant ce sont des gens qui sont au cinéma, alors Platon ne le connaissait pas, mais c'est le même dispositif. Ce sont des gens qui sont au cinéma, mais qui ne savent pas qu'ils regardent un film. Autrement dit, ils prennent l'écran pour le réel. Ils prennent le film pour le monde. Et, bien évidemment, leur faire découvrir le vrai, toujours chez Platon, ça va être les sortir de la caverne ou de la salle de cinéma et les emmener voir le vrai monde réel, qui pour Platon est celui des idées, celui des formes, etc. Bon. Tout cela est très connu. Sauf que, ce que l'on a retenu généralement, c'est que le prisonnier emmené de l'obscurité à la lumière a mal aux yeux, doit s'habituer, comme dit Platon, d'abord à regarder des reflets, a du mal, et quand il s'est habitué au grand jour, à la lumière du soleil qui est le bien, regarde les formes éternelles, quand il faut qu'il redescende, donc que devenu philosophe, il aille remettre un peu d'ordre dans ce monde bordélique, et qu'il veuille finalement y faire régner un peu de vérité et de justice, il faut que le philosophe donc redescende dans la caverne, alors de nouveau, il ne se repère pas bien, il s'est habitué à la lumière, il est maintenant dans l'ombre. Donc on a toujours retenu une histoire de regard, et elle est tout à fait importante, une histoire d'accommodation de la pénombre à la lumière, de la lumière à l'obscurité, mais on a oublié, et c'est pourtant dans le texte même de Platon que le prisonnier marche, qu'il faut, pour qu'il devienne donc philosophe et qu'il sorte du cinéma ou de la caverne, il faut qu'on le détache, certes, mais qu'il se lève et qu'on le fasse marcher, bainei, dit Platon, il marche, et donc il est absolument nécessaire qu'il y ait cet homme marchant pour qu'il devienne philosophe. S'il restait simplement, s'il rampait, ou même si on le déplaçait, si on le transportait, ce ne serait pas du tout la même chose. Condition première de la pensée philosophique, et là on est quand même, avec l'allégorie de la caverne, je crois, dans la matrice de la pensée européenne à peu près dans son ensemble. Vous savez bien que Whitehead disait que toute la philosophie occidentale n'est qu'une série de notes de bas de page à l'œuvre de Platon. C'est un peu excessif, c'est un peu à l'américaine, c'est un peu une formule comme ça, mais c'est pas complètement faux non plus, étant donné l'aspect matriciel qu'a Platon, dont j'aurais plutôt, moi, tendance à dire, si vous voulez, que d'une certaine manière, il a posé l'échiquier de la pensée philosophique, il a à peu près défini la marche de toutes les pièces, et lorsque vous jouez une partie, même contre Platon, vous jouez sur son échiquier d'une façon ou d'une autre. Mais, vous voyez, il y a là ce lien qui relie de façon donc beaucoup plus, me semble-t-il, profonde que le simple fait que certaines époques marchent ou que certains individus aiment bien les promenades, qui relie marche et pensée philosophique de manière, j'ai envie de dire, quasi originaire. Deuxième de mes 3 exemples,
Descartes. Descartes, texte lui aussi archi connu, hein, je ne fais pas dans l'ésotérisme, le discours de la méthode. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, étudiant, professeur, chercheur, pour présenter aussi un volume de Descartes dans la collection du Monde il y a quelques années, etc. Bref, plusieurs dizaines de fois sûrement dans ma vie. Mais je n'avais jamais remarqué, et c'est à l'occasion de ce petit livre-là que je m'en suis rendu compte, qu'il est question de la marche dans le discours de la méthode 4 fois, à tous les tournants, à tous les moments clés. Autrement dit, spontanément, il n'était pas particulièrement promeneur, il n'était pas grand marcheur, Descartes. Il était même une santé un peu fragile, etc. Enfin, donc, peu importe, mais ça n'est pas la marche qui le caractérise comme être humain, en particulier, je veux dire, mais comme être humain en général, mais ce qui vient à sa pensée et sous sa plume, quand il est question des moments clés de la méthode, c'est la marche. Méthode, ça signifie d'ailleurs chemin. Odos, en grec, c'est un sentier. Méthodos, c'est comment être sur le bon chemin. Et au début du discours de la méthode, je ne vais pas vous faire les quatre passages, mais à la fin du premier paragraphe, au moment où il rappelle comment le bon sens, c'est-à-dire la capacité de distinguer le vrai du faux, est, comme il dit, la chose du monde la mieux partagée. Le fait que les êtres humains sont doués de raison. Et que la méthode, ça va être le bon usage de cette raison. Eh bien, il dit ceci, dans la langue de l'époque, évidemment, que je lis lentement parce que ça n'est plus notre français. Ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. Autrement dit, la bonne méthode, et il s'agit de méthode scientifique, et il s'agit de recherche de la vérité scientifique comme de la vérité philosophique, la bonne méthode, c'est la marche lente sur le bon chemin, bien plutôt que la course sur les bas-côtés ou là où la piste n'est pas tracée. Et à chaque fois, dans les autres passages, Descartes parle de la marche à un autre moment, cette fois pour parler de l'action, pour la manière de vivre. Savoir comment marcher signifie savoir comment agir en tant qu'être humain de manière juste. Vous voyez qu'on n'est pas là, encore une fois, dans l'anecdote, et on est dans la connexion. Dernier exemple concernant cette communauté de structures, qui m'a fait penser surtout que lorsque nous parlons, et Descartes ne cesse de le faire, de la marche d'un raisonnement, de la marche d'une démonstration, lorsque nous disons que l'argumentation avance pas à pas, plus généralement quand nous parlons d'une marche de l'histoire, de la marche de l'esprit, de la marche du progrès, de la marche de l'humanité, eh bien, contrairement à ce qu'on croit souvent, j'en suis arrivé à l'idée qu'il ne s'agit pas là de simples métaphores. Il ne s'agit pas là de manière de parler, par comparaison, par analogie. Je crois qu'il s'agit bien plutôt d'expressions qui sont des signes tout à fait forts de cette liaison profonde entre la manière d'avancer de notre corps, la manière d'avancer de nos pensées, et même, plus généralement, la manière d'avancer de l'humanité, voire de l'histoire. Et mon dernier exemple, c'est le moins marcheur des philosophes contemporains, enfin modernes, disons. C'est Georges Friedrich Hegel. Hegel, si vous regardez dans l'histoire, les images que nous avons de lui, il est représenté généralement assis, ou à son bureau, ou debout en train de parler à ses étudiants. On ne le voit fort peu marcher. Il est allé quelques jours, parce que les romantiques, à l'époque, vont découvrir le sublime dans les Alpes. Et
vous savez, ces grands défilés, ces grands gouffres, voilà, et il y a toute une grande grand développement du romantisme autour de ces paysages et de la théorie du sublime qui naît chez Kant mais qui se développe ensuite. Eh bien Hegel, parce que c'est son époque, il est jeune, en 1826, il va dans les Alpes bernoises, ça l'ennuie. Ça l'ennuie, il écrit simplement dans son journal « c'est ainsi ». Voilà, tout ce que Hegel a pensé en voyant les Alpes, c'est... Alors que son époque, n'est-ce pas, ne cesse de multiplier les envolées lyriques autour des précipices et des pics de glace. Il dit juste c'est ainsi, il s'ennuie, il a marché 5 ou 6 jours, je pense, et cela suffit. Mais ce piètre marcheur, c'est celui qui invente la dialectique. Et qu'est-ce que c'est? Et qui ne cesse de parler de la marche de l'humanité, bien sûr, de la marche de l'histoire. Celui qui dit même, j'ai inventé, en parlant de la dialectique et de sa philosophie de l'histoire, j'ai inventé le chemin qui marche tout seul. Et le chemin qui marche tout seul, c'est quoi? Ben, c'est justement ce qu'il appelle la dialectique, c'est-à-dire le fait, je vais essayer de faire très simple, le fait qu'une situation historique contient des éléments de contradiction qui la font d'une certaine manière évoluer ou exploser, qui conduisent à une autre, qui a elle aussi ces contradictions qui la déstabilisent, qui conduit à une autre, etc. Si vous voulez un seul exemple historique très simple, contradiction de la monarchie française au XVIIIe siècle, révolution de 89, conflit à l'intérieur de la révolution, la terreur, et empire, Bonaparte, qui à la fois prolonge, et comme dit Hegel, conserve quelque chose de la révolution et de la monarchie, tout en supprimant les deux, et en étant, non pas simplement une synthèse, mais une sorte de dépassement. Eh bien, à l'intérieur de ce système, qu'est-ce que vous retrouvez? Sinon, l'idée même, que j'ai essayé de mettre en lumière, de la marche physique comme de la pensée philosophique, une déstabilisation interne qui retrouve un équilibre, qui se redéstabilise et qui avance ainsi par effet de chute amorcée, rattrapée, reproduite. Donc, il me semble bien, je ne prétends pas ici qu'il s'agit d'une démonstration en béton, mais il me semble bien qu'il y a une connexion qui me paraît profonde entre ces mouvements de la marche physique et ce mouvement de la pensée philosophique. Qu'il soit collectif, comme des moments de l'histoire hegelienne, ou qu'il soit individuel, comme les goûts personnels de tel ou tel philosophe. Sénèque même nous dit que le philosophe marche, dit-il, à travers les époques, remonte dans le temps. Or, ce que j'ai appris en lisant Ivagine, l'homme subconscient, je crois que c'est Robert Laffont 2013, et à la page 63, je suis tombé en arrêt sur ceci: la marche peut être leste, onctueuse, effacée, simiesque, empesée, erratique, grotesque, etc. Avec un peu de perspicacité, on peut deviner le snob, le sportif, le timide, l'arrogant, le fat. Et il y a là quelque chose qui met en relation donc l'individu lui-même, sa manière de se mouvoir, avec sa manière d'exister. Et vous mettez, je vais vous demander de venir vous en expliquer une seconde, si vous voulez bien, vous mettez aussi à la fin cela en parallèle avec la parole et l'écriture. Il en est de même, dites-vous, de la course à pied et plus subtilement de l'élocution et de l'écriture. Or, comme je pense que dans ce livre, marcher, penser et parler sont dans un même mouvement, j'ai été très heureux, mais aussi très étonné de retrouver chez vous, chez le scientifique, et par le biais de l'étude du cerveau, une sorte de parallèle ou de convergence avec
modestes intuitions. C'est vachement bien combiné, hein. C'est un pur hasard. Merci beaucoup. Oui, alors vous avez compris que essayer de, après ce magnifique exposé, et avant les questions qui vont... J'ai une petite conclusion après. Bon. Roger Paul m'a demandé de vous dire, de faire un parallèle avec la physiologie. En fait, il y a ici, dans cette salle, vous ne le savez pas, deux grands spécialistes de la marche. Il y a d'abord Yves Marc, qui est là, qui est un grand acteur, qui est venu ici, d'ailleurs, imiter des marches. Comme vous êtes en vacances, on ne va pas vous demander de venir imiter les marches. Peut-être que j'essaierai de vous imiter quand même, si vous avez une seconde. Vous allez comprendre pourquoi. Et d'autre part, ici, des gens qui ont travaillé avec moi, qui ont travaillé sur la physiologie de la marche. Alors, je me mets debout parce que, vous voyez, effectivement, on peut marcher, vous voyez, comme vous l'avez dit, voilà une marche normale, puis vous pouvez marcher, je vais imiter Yves, hein. Par exemple, Yves, il fait ça, il marche, et tout d'un coup, ça fait comme ça, il met la tête en avant, ça fait très très bizarre. Vous avez la marche du fat, qui fait ça, vous avez la marche du déprimé, vous avez la marche du parkinsonien aussi, etc. Un parkinsonien, il marche en traînant les pieds, etc. Et nous faisons, nous, nos diagnostics, effectivement, en faisant marcher les gens. Pour toutes les maladies du comportement. C'est vrai en psychiatrie, c'est vrai pour tous les aspects de la neuropsychologie. C'est moins vrai pour évidemment certaines affections, mais en voyant les gens marcher, en regardant leur visage, j'en parlerai pas, et en regardant leur gestuelle, on sait en gros à qui on a affaire. Pourquoi? Alors c'est là que je vais essayer de compléter ce que vous avez gentiment dit à propos de ce bouquin que j'avais fait, en fait, qui exprimait d'ailleurs ce qu'a fait mon groupe de recherche pendant des années et des années. Certains sont ici, comme Jérôme Yelnik, par exemple. C'est ceci. Quand vous marchez, je vous pose la question, quand est-ce que vous avez appris à marcher? On apprend à marcher, en gros, à 1 an. Alors, le petit enfant, il fait ça, il marche comme un cérébelleux, entre parenthèses. Quand vous avez une lésion du cérébelleux, il marche comme ça. Il marche comme ça, puis il fait comme ça, hop, et puis hop, et voilà, et puis il finit par faire quelques pas, les parents le lâchent, et puis il finit par marcher. Et il marche de mieux en mieux. Et à la fin, on marche très bien, quand on est un adulte. Et puis, quand on prend de l'âge, comme je dis aux étudiants en médecine, je leur dis, quand vous serez très âgé, vous avez 2 problèmes. Soit vous perdez la mémoire, soit vous tombez, soit vous ne marchez plus. C'est ça, en effet, les 2 grands problèmes. Et bien souvent, quand vous avez un vieillissement cérébral dit normal, je ne parle pas de la pathologie de quelqu'un qui a une section de la moelle ou chose comme ça. Non, à ce moment-là, vous remarquerez que les gens marchent plus lentement. Et par exemple, vous regarderez dans la rue, les gens marchent comme ça, par exemple, quelqu'un d'âgé. Moi, je ne marche pas comme ça, normalement. Je marche comme ça, voilà. Et puis, probablement, dans quelques années, je vais marcher comme ça. Vous avez même des gens très, très âgés qui marchent tout doucement, comme ça. Il y a des gens qui ne peuvent plus marcher. Il y a des gens qui sont comme ça, puis ils font... Hop, ça s'appelle... C'était inventé, le très beau mot, le bégaiement de la marche, comme disait Raymond Garcin, qui était un de mes illustres prédécesseurs ici. Et donc on perd la marche. Pourquoi? Alors c'est là qu'on en vient à ce qu'on dit. Quand vous marchez, je marche, je vous parle, j'essaie de concentrer mon esprit sur ce que je voudrais dire de la manière la plus intelligible possible, mais en même temps je marche. Je ne me rends pas compte que je marche. Je ne me rends pas compte non plus que je fais des gestes. Je ne me rends pas compte que je parle. Je me concentre sur ce que je veux dire, mais ma langue, ma bouche, tout ça, ça marche automatiquement. Et je ne m'en rends pas compte. Je peux me dire à un moment, oui, tiens, je suis en train de marcher. Tiens, je marche. Oui, il faut que j'y pense. Mais quand je marche, je ne me rends pas compte. C'est un comportement automatique.
à la différence d'un comportement non automatique, c'est ça que j'appelle la subconscience, d'un comportement non automatique qui consiste, par exemple, si je marche, là, je marche, je ne m'en rends pas compte. Et tout d'un coup, je décide de courir. À ce moment-là, je prends la décision de courir, et puis quand je cours, je refais un comportement automatique. Autrement dit, quand vous marchez, vous avez un comportement automatique élémentaire. En plus compliqué, l'exemple classique, c'est celui de la conduite automobile. Si je suis à côté de vous, nous sommes comme ça tous les deux, je supposais que je conduise, nous pouvons converser, et puis je conduis ma voiture, je freine, il y a des feux rouges, il y a des touristes qui passent, des cyclistes qui sont prennent des sens uniques, etc. Et je ne me rends pas compte que je fais tout ça. Tout ça, c'est un comportement automatique, et ces comportements automatiques, dont le plus élémentaire est la marche, il a 3 caractéristiques. Le premier, c'est qu'il est ubiquitaire. C'est-à-dire que tous les animaux ont ça. Tous les animaux marchent à leur manière, d'une autre marche, elle n'est pas, ce ne sont pas des bipèdes, mais c'est automatique. Et nous avons tous ces capacités de comportement automatique de la marche. La deuxième caractéristique, c'est que c'est permanent. Par exemple, vous êtes ici, là, immobile, je vois monsieur qui est comme ça, je vois madame, je vois personne qui dort, ça va déjà. Mais chacun, nous avons des postures, et puis des mouvements comme ça, que je pourrais imiter mal, ce que fait Yves si magnifiquement bien. Ce sont des comportements automatiques, ce sont des actions automatiques. Et je suis en permanence dans ce comportement moteur automatique. Quand je bouge les mains, mon visage même, mon visage prend des... Si je fais un effort, je fais ça, etc. Tout ça, je ne m'en rends pas compte, ces mouvements sont automatiques. Alors pour revenir à la marche, la troisième caractéristique, c'est le meilleur reflet de la personnalité, comme je dis. C'est pour ça que vous avez décrit. Vous voyez tout de suite, quand quelqu'un marche, un peu le genre de type que c'est. Alors on le voit mieux si on rajoute les mouvements, la gaucherie, certaines personnes sont gauches, d'autres sont très, très gracieux, avec les gestes. Et puis évidemment, sur le visage, songez que la marche, la représentation des pieds dans le cortex cérébral, c'est quelques millimètres cubes, c'est rien. Alors que l'essentiel du cerveau, c'est le visage, la bouche, la langue, surtout le larynx qui nous permet de parler. Donc, vous voyez, c'est très important, parce que nous avons des comportements affectés, on peut faire semblant d'eux, on peut mentir, on peut flagorner, on peut faire tout ce qu'on veut, mais à ce moment-là, c'est très difficile de juger l'escroc, par exemple. Un escroc qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Mais quand vous voulez vraiment juger quelqu'un, vous voulez recruter quelqu'un, par exemple, à l'ICM, hein, quand on veut recruter quelqu'un à l'ICM, évidemment, il est un peu affecté. Alors, il essaie de bien faire, bonjour madame, bonjour monsieur, etc. Mais en réalité, il y a des moments où tout d'un coup, il va se lâcher. Et c'est à ce moment-là qu'on peut juger vraiment les gens. Et la marche, je vous incite à le faire. Et pour le meilleur exemple que je pourrais donner, c'est pour les cliniciens qui sont ici. Quand j'ai quelqu'un dans le couloir et qui rentre dans moi je l'observe, je regarde tout. Je vois marcher, et généralement, je pourrais dire qu'une fois sur deux, le diagnostic est fait. Vous voyez? Et je pense que c'est donc un bon reflet de la personnalité. Alors j'en viens à votre question. Moi, j'ai une autre interprétation. Je rappelle l'interprétation que vous avez dite. Ici, on étudie beaucoup ça. On a une plateforme de marche avec une plateforme de posture. Quand vous marchez, vous commencez par faire un déséquilibre. Parce que si vous avez les deux pieds collés au sol, vous ne pouvez pas avancer. On a un petit déséquilibre comme ça pour lever le pied. Hein, on commence comme ça. Puis ensuite, vous l'avez dit, pendant un long moment, on est le pied en l'air, on est en total déséquilibre sur le et puis donc il y a je crois que vous avez dit 50% ou 60% du pas est en déséquilibre ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du chiffre. Ça, c'est votre explication. Moi, j'en ai une autre pour expliquer pourquoi les philosophes qui sont quand même les gens qui pensent le plus, peuvent penser mieux quand ils marchent.
j'en ai une expérience personnelle, c'est que chaque fois que j'ai voulu, dans mon labo, avoir des idées créatives pour écrire quelque chose, écrire un article ou concevoir une expérience, c'est en marchant 2 heures, et à bons pas. Et je prenais, je me souviens, je ne le fais plus maintenant, il faudrait peut-être que je m'y remette, un petit papier dans la poche et un crayon, parce que les idées jaillissaient, au bout d'une demi-heure, les idées jaillissent. À condition d'être dans cette pensée-là, évidemment. Alors voilà mon explication. Quand vous marchez, vous êtes en comportement automatique. Mais vous avez aussi ce qui est à dire, qui est géré par les structures les plus profondes du cerveau, ce qu'on appelle les neurones de la base. 1/50e du poids du cerveau, apparu il y a 400 millions d'années probablement, c'est-à-dire un peu après l'ère des poissons. C'est des structures qui sont apparues à ce moment-là. Et c'est avec ça qu'on marche. Mais on a, en dehors de ces neurones centraux, au milieu du cerveau, 1,4 kg à peu près, ces petites structures, vous avez le cortex cérébral. Et le cortex cérébral comporte des aires, en particulier dans la région inférieure, qui vous permettent des comportements non automatiques. Autrement dit, quand je marche, je simplifie à l'extrême. Évidemment, je suis obligé d'avoir les exécutants, la moelle épinière, les nerfs. Sans ça, je ne peux pas marcher. Si je suis coupé, si j'ai une neuropathie grave des 2 membres inférieurs, je ne pourrais pas marcher. Mais supposons que les exécutants de la marche soient intacts. Je vais marcher automatiquement grâce à mes petites structures profondes. Je les utilise à mort, et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je désengage mon cortex cérébral. Ce serait ça mon explication. Autrement dit, dans la vie courante, on essaye d'avoir des comportements non automatiques en permanence, mais vous les avez de temps en temps. Je ne sais pas, entre parenthèses, je pose la question à l'auditoire, combien de temps passe-t-on dans une journée à avoir des activités non automatiques? La plupart du temps, on est en routine, en pensée, en mouvement, en pensée, on redit un peu toujours les mêmes choses, quoi. Il n'y a que les philosophes, les saints, peut-être, qui ont réellement pour objet permanent d'essayer d'avoir des idées nouvelles, d'être créatifs. Et ça se fait avec le cortex cérébral. Mais dans nos activités routinières, donc dans la marche, j'utilise mes neurones centraux, et à ce moment-là, comme les neurones centraux sont unis très étroitement avec le cortex cérébral, je libère mon cortex cérébral. Et mon cortex cérébral, c'est lui qui est responsable de mes activités non automatiques, c'est-à-dire des pensées de philosophe. Ce serait ça ma réponse. Mais je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. Moi, je pensais en écoutant Ivagine à ce que dit Leibniz. Nous sommes automates dans les 3/4 de nos actions. Et ça s'applique effectivement à ce que vous venez de dire, avec l'idée, si je vous entends bien, qu'il faut en quelque sorte activer ces automatismes pour pouvoir désengager une activité créatrice ou réflexive ou lucide. Les philosophes n'en ont pas le privilège, et ils ne font pas que ça, puisqu'ils sont eux aussi, je crois, par moments, automates dans leur pensée. Je voudrais juste terminer sur 3 remarques, en vous remerciant d'abord et de votre invitation et de cette belle, importante intervention. 3 remarques sur aujourd'hui. Sur aujourd'hui, parce que, après tout, nous avons parlé soit des philosophes du passé, même s'ils sont de l'époque moderne, ou bien de la marche en général, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe de particulier en ce moment? Il me semble qu'il y a 3 points qui pourraient faire l'objet de divers développements, mais que je veux simplement énoncer. Le premier, c'est qu'il y a bien évidemment aujourd'hui un regain d'attention puissant sur la nature de la marche. Il y a non seulement ces innombrables récits que vous avez tous vus, ça a commencé avec Jacques Lanzmann il y a 20 ou 25 ans, ça a continué avec Axel Kahn traversant la France à pied, avec Sylvain Tesson, avec bien d'autres qui font des récits de leur randonnée, de leur randonnée réflexive
en même temps. Il y a un regain d'intérêt aussi sur le sens même de la marche. Je pense à des livres comme celui de Frédéric Gros, Marcher, une philosophie, de Pascal Pic sur Marcher, de David Le Breton. Donc il y a toute cette série de pensées. Il y a aux États-Unis ce que l'on commence à appeler des walking studies, qui concernent par exemple les manières culturelles de marcher chez les Romains, ou la manière de considérer la marche chez les Grecs ou chez les humanistes de la Renaissance. Et il y a là quelque chose qui, je crois, est lié au fait bien connu, mais que les activités les plus naturelles, les plus biologiques, sont chez les êtres humains celles qui sont le plus culturalisées. Et de la même manière que la reproduction, la nourriture ou la mort, qui sont effectivement des facteurs biologiques nodaux, ont été les plus culturalisés, de même la marche, ce dont on ne s'est pas rendu compte finalement beaucoup dans l'histoire, est elle aussi un objet de modification culturelle et d'éducation. C'est un peu ambigu. Je veux dire que, je fais cette remarque dans ce livre à la fin, je veux dire qu'on peut se réjouir que la marche fasse l'objet de tant d'attentions nouvelles. On peut s'en inquiéter aussi un peu. Parce qu'après tout, aucune époque qui marche, aucun peuple marcheur ne s'occupe de ce qu'est la marche. C'est lié en partie à son déclin ou aux menaces qui pèsent sur elle, qu'on s'y intéresse tant. Et il me semble aussi, alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut en être conscient, que c'est à double face. Et l'autre remarque, c'est qu'il n'y a pas seulement un regain d'attention, d'intérêt, il y a bien évidemment un regain de pratique, qui depuis quelques décennies va des trekking au Népal en passant par les pèlerinages de Compostelle, par les marches dans la campagne, par les excursions de toutes sortes. Et bien évidemment, il y a là quelque chose qui est à la fois intéressant, mais qu'il faut interroger. Il me semble que c'est parce que nous sommes évidemment de plus en plus transportés en avion, en voiture, en bus, en train, que nous marchons de moins en moins, que nous avons, je crois, pas simplement le besoin hygiéniste et de bien-être et de faire de l'exercice, mais je crois qu'il y a aussi dans tout cela une forme plus ou moins consciente, plus ou moins intense, mais une forme d'inquiétude. Je crois que si l'on... Alors prenons les choses comme un cas d'école, imaginons une humanité qui ne marcherait plus du tout, qui serait téléportée ou transportée ou en permanence. Je crois que ça ne serait plus l'humanité. Je crois qu'il s'y perdrait des capacités de penser, des capacités de marcher, quelque chose de fondamental, quand je dis archaïque, encore une fois, c'est au sens de principiel et d'originaire, et qui ne peut être séparé, en quelque sorte, de l'humain. Être humain, c'est d'abord marcher, soit marcher dans sa tête, soit marcher physiquement, mais il y a quelque chose qui est indissociable de notre humanité. Et ce que nous retrouvons aussi, ce que nous cherchons, je crois, dans le regain des pratiques de la marche, c'est quelque chose du rapport de notre corps au monde. C'est retrouver quelque chose de la lenteur, mais de ce que j'aurais aussi tendance à appeler un rapport à la fois de faiblesse et de puissance. Rien n'est plus faible qu'un pas que l'on fait. C'est quelques centimètres que l'on gagne. Et pourtant, si on en fait quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, on peut aller très loin, on voit le paysage changer, et cette sorte de faiblesse dans l'endurance est aussi la force de l'humanité, parce qu'on peut se dire également que non seulement nous continuons à marcher, mais que une fois que nous sommes morts et disparus, les générations suivantes continuent, l'humanité continue, et qu'il y a une marche qui va bien au-delà de notre individualité et de notre vie personnelle. Pour finir, parce que c'est ainsi que je termine aussi
ce petit livre, je me suis demandé qu'est-ce que c'est marcher en philosophe. Non pas, alors je ne vais pas le faire parce qu'il n'y a pas une manière spécifique de marcher, elle est plutôt mentale que posturale. Marcher en philosophe, il me semble que c'est s'inscrire tout en marchant, comme tout le monde, ou comme on le fait soit avec ses singularités, c'est aussi être conscient de cela, être conscient du fait que la marche humaine est une marche spécifique, c'est être conscient du fait que sa marche personnelle s'inscrit, mais comme un moment infime, dans une marche humaine bien plus vaste, et puis c'est peut-être se dire que cette marche de l'humanité, même si moi je termine, elle ne finit jamais. Merci.